combien de temps dans nos vies on peut se planquer, ne pas oser être ce qu'on est, quoi que ce soit, des goûts artistiques, que ce soit, un point de vue philosophique, que ce soit une orientation sexuelle, quoi que ce soit. Tous les endroits où on n'est pas rassuré que si j'ose exprimer avec authenticité qui je suis et l'exprimer sous la forme qui est bonne pour moi, si je suis pas rassuré que ça va être un cadeau pour l'autre, et ben, je peux vraiment avoir la tentation de me neutraliser, de me planquer et de faire comme si je suis dans la norme. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Issa, thérapeute, formateur, conférencier, youtubeur, auteur, surdoué, passionné de spiritualité, de communication en général, de communication non violente en particulier, explorateur de conscience, mais également hors norme. Bonjour Issa et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, bah écoute, avec plaisir de passer ce temps avec toi et puis avec toutes les personnes qui vont écouter cet entretien. Plaisir partagé. J'ai cité beaucoup de casquettes, d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en trouver beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne nouvelle. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. J'aimerais souligner la joie sincère que constitue pour moi ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de douance ni de transidentité, bien que tu sois concerné par ces deux sujets. Nous allons aborder un sujet ô combien concernant, surtout je l'imagine pour les spectateurs de cette chaîne, à qui je souhaite la bienvenue. Issa, aujourd'hui nous allons parler ensemble du concept de norme. Et pour commencer, j'aimerais mettre en avant le fait qu'on parle souvent de la norme, alors qu'en réalité, il existe une infinité de normes. Je me permets ce point de départ parce qu'à mon sens, cela a pour vertu de nous aider à passer tous ensemble pour commencer de la soi-disant norme objective aux milliers de normes subjectives qui nous entourent. Donc ma première question pour toi, Issa, sera la suivante. Est-ce que tu as déjà regretté de ne pas te sentir conforme à une ou des normes dans ta vie ? Ah, j'aime bien cette question, à laquelle je vais prendre le temps de me connecter un instant. Oui, en fait, je me suis jamais senti en adéquation avec aucune norme, et je crois que mon plus grand inconfort, dès mon plus jeune âge, bien au-delà de ne pas correspondre à une norme établie, c'était plutôt d'être atterré, c'est le cas de le dire, atterré, d'être sur une terre, sur une planète où je réalisais que justement la norme finalement pour ces humains de cette planète-ci, c'était d'avoir des normes. Et je me souviens combien j'étais choqué quand j'avais, je me souviens, 7-8 ans, et que je cherchais à comprendre comment ça marchait, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des normes. Et je me souviens très bien, je demandais à ma maman à l'époque: «Ma maman, pourquoi on dit que lui, il est beau, qu'elle, elle est belle, et pas lui ou elle?» Et ma mère, elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu veux dire?» Ben, je dis: «Oui, je remarque que cette dame-là», par exemple, c'était une des mamans de l'école, toutes les autres mamans disent: «Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, untel», et puis une autre, toutes les mamans, elles disent: «Ah, elle, la pauvre, elle a de la chance d'avoir trouvé un mari». Et je disais: «C'est écrit où? Comment on sait qu'elle est belle ou il est beau?» Et puis ma mère savait pas me répondre. Et puis, je sais plus, je crois que quand j'avais 10 ans, je suis tombé sur les travaux de Léonard de Vinci, et puis sur tout son travail sur l'équilibre du visage, en lien avec le nombre d'or, et là, j'étais content de me dire: «Ah OK, d'accord, il y a des harmonies, il y a des rapports, en fait, qui font que pour l'œil humain, quand il voit certains rapports, certains équilibres, certaines symétries, c'est ça qui fait que tout le monde trouve ça beau». Alors ça, je voyais que j'arrivais, ce type de norme-là qui était comme une norme, géométrique, ou quelque chose d'inscrit quelque part dans la nature autour de nous. Mais après, les normes fixées par les humains qui disaient que, si tu es, je sais pas, une petite fille, il faut pas monter aux arbres, sinon tu es un garçon manqué. Si tu es un petit garçon, si tu mets des robes, ça veut dire que tu vas finir homosexuel. Ça, c'était les normes de genre. Et puis les normes à l'école, bon, moi, on m'a qualifié de surdoué parce que j'ai passé des tests très, très tôt,
avec ce qui est devenu plus tard, la Mensa, enfin c'est cet organisme qui teste les surdoués et puis voilà, je sais plus, j'avais 7-8 ans, ils m'ont trouvé 145, ils étaient très contents, et moi je voilà, moi je voyais ça, je disais: «Ouais d'accord, ça ceci explique peut-être que je vais plus vite que les autres» et en même temps je me voyais tellement retardé, enfin je voyais tellement le décalage émotionnel entre mes émotions et ce que je captais dans ma tête et puis j'en voyais tellement qui étaient beaucoup plus évolués que moi émotionnellement et je me disais: «Waouh, ça c'est pas valorisé à l'école». Donc voilà, moi les normes au-delà de pas me sentir confortable avec, toute normativité, mais c'était surtout, la plus grande souffrance, c'était finalement pas individuel, c'était d'être atterré, de me dire: «Mais personne ne voit qu'il y a un problème avec la normativité et que dès qu'on dit que c'est ça qui est normal, alors que c'est juste, c'est ça auquel on est le plus habitué, c'est ça qui en a le plus sur cette planète, mais qu'on va se mettre à juger ceux qui sont différents comme anormal». Et ouais, c'est ça vraiment qui m'a fait, je sais pas si c'est souffrir, mais en tout cas, qui m'a fait ne pas me sentir appartenir à cette humanité, depuis mon plus jeune âge. C'était de me dire: «Mais je n'y crois pas en fait. Moi, j'achète pas cette histoire-là, ce mensonge-là, que sous prétexte qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, un, ça doit devenir la norme et 2, surtout, si tu n'es pas comme eux, ça veut dire que tu es anormal et donc on va te juger dans le meilleur des cas, puis dans le pire, on va t'exclure, te tuer ou te faire des choses diverses et variées, quoi». Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, peut-être, dès ton plus jeune âge, tu as senti que, ce genre de concept, ce genre de façon de procéder, en fait, coupait le monde en 2. C'est peut-être la souffrance, que tu ressentais ou peut-être la douleur de sentir le monde coupé en 2 directement? Ouais, je sais pas si je le dirais comme ça. Quand j'étais enfant, j'étais très arrogant parce que j'avais un gros décalage entre mon émotionnalité et ce que ma tête captait. C'était surtout, au-delà d'une souffrance, c'était moi-même à ce moment-là, je me mettais à juger ceux qui créaient une norme comme étant anormales. Je ne me rendais pas compte moi-même que moi j'avais ma normativité. J'avais créé la mienne. J'étais la norme et en fait, je sais que vers 14-15 ans, j'ai commencé à écrire là-dessus sur, comment nous percevons tout à travers nos yeux, en prenant de ce qui est notre vision relative, en prenant notre vision relative comme justement la base normative de ce que doit être la réalité et donc voilà, moi à l'époque, je voyais les humains comme une bande d'attardés stupides et moi je me vivais comme une sorte d'extraterrestre. D'ailleurs, c'était mes lectures préférées, je sais plus, entre l'âge de 7 ans et 15 ans, j'ai toujours lu, j'étais lecteur rapide, je lisais 1 à 2 livres de SF par jour et voilà, là je me sentais bien quand j'étais sur ces autres planètes où il y avait des gens très brillants et puis où il y avait des choses très, très, tout était très ouvert, il y avait plein de possibilités, que ce soit dans les familles, que ce soit au niveau sociétal. Il y avait des choses tellement plus créatives que sur cette planète que moi j'ai fait ma norme finalement à cette époque-là de ce qui n'était pas sur la Terre et du coup, ben, je trouvais que c'était les terriens qui étaient anormaux. Voilà, donc j'ai eu moi-même une période d'aveuglement, sur, sur cet endroit où moi-même je séparais les choses et puis cette période elle a duré quand même très, 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 très tard. On pourra en reparler après, mais je veux dire, il y a encore 6 mois, je pouvais croire que j'avais raison, par exemple, à certains moments et dès qu'on croit qu'on a raison ou que quelqu'un a tort, c'est qu'on a mis en valeur absolue quelque chose qui est une valeur relative et on peut appeler ça une norme. C'est toutes nos normes à partir desquelles on porte des jugements sur les autres. Dès que l'autre ne rentre pas dans la norme que l'on a comme référence et dès aussi qu'on n'arrive pas à le contrôler, hein, de manière très simple. Donc, ça fait très, très peu de temps que je suis sorti finalement du monde de avoir tort, avoir raison, fondé sur certaines normes référentielles. Ça fait du bien d'en sortir? Tu peux témoigner? C'est une grande libération parce que enfin, d'abord, ça a été une grande douleur de réaliser qu'après 40 ans de cheminement dans diverses voies, spirituelles, développement personnel, tout ce qu'on veut, j'avais toujours cet angle mort. C'est-à-dire que j'étais sorti de la polarité, de la binarité, juste, faux et bien, mal et par contre avoir raison, avoir tort, je l'avais pas vu aussi clairement que ça, parce que j'avais l'illusion que, à certains moments, ça n'était pas moi qui disais que j'avais raison, mais le moi, le soi impersonnel auquel je peux accéder, voyait quelque chose depuis la conscience et donc ce que je vois à ce moment-là, c'est la réalité
Et du coup, vu que c'est ce qui est, ça n'est pas mon point de vue et donc ça n'est pas que j'ai raison, c'est que c'est ce qui est. Et cette zone-là qui est très tricky, très, très fine à attraper, voilà, je l'ai attrapée il y a 1 an, avec l'aide de quelqu'un qui m'a accompagné là-dessus. Et j'étais atterré sur le moment de voir que, toujours selon le même système, hein, c'est-à-dire c'est un moment où tu captes quelque chose qui est le plus conscient de tout ce que tu as pu percevoir jusque-là. Donc, si tu fais une comparaison interne, tu es en mode superlatif. Waouh, c'est le plus de conscience que j'ai jamais atteint. Et là, de ton superlatif de conscience, tu vas faire la valeur absolue de c'est ça la conscience la plus haute, et donc c'est la vérité. Et à partir de là, tu crées ta norme. Et donc, ouais, ça a d'abord été super humiliant pour moi. Ça a été un grand moment de oh merde, putain, mais comment j'ai pu ne pas voir ça? Je me souviens, j'avais honte. Et derrière, ouais, ça a été une sacrée libération parce que tant que je suis encore dans le monde normatif, où je crée donc en permanence des références absolues, à partir de références relatives. On voit les ravages que ça fait, que c'est en train de faire là aux USA avec ce qu'ils viennent encore de voter là, la Cour suprême, des conservateurs qui sont en train d'enlever le droit à l'avortement, qui s'apprêtent à voter, d'abolir aussi toutes les lois qui autorisent l'homosexualité. Enfin, je pense qu'on va finir avec effectivement The Handmaid's Tale, là, la Servante écarlate, cette série épouvantable, qui est une dystopie sur ce que pourrait donner un parti ultra conservateur fondé sur la chrétienté aux USA, mais ils sont en train de le faire là. Je pense qu'ils vont y arriver. Et effectivement, ça fait froid dans le dos de voir dans quel intégrisme on peut vivre soi-même tant qu'on est dans le monde où on croit avoir raison. Donc moi, ça, je l'ai vécu comme un moment de honte de me dire, waouh, avec tout ce chemin parcouru, je l'avais pas vu. Et puis derrière, ça a été une grande libération parce que tant que je crois que quelqu'un a tort et que j'ai raison, ou que je peux avoir tort et quelqu'un raison, c'est un monde de combat permanent. C'est un monde de tension permanent dans lequel on va sans arrêt défendre ce pourquoi nous croyons avoir raison, qui est notre norme, et puis on va chercher à donner tort à l'autre. Donc c'est beaucoup de stress, beaucoup de tension, là où on peut à l'arrivée être simplement dans un des outils d'Access Consciousness, qui est une approche que j'aime bien parce qu'elle est simple et elle fonctionne bien au niveau de la conscience. Et dans Access Consciousness, il y a un des outils d'Access Consciousness qui s'appelle point de vue intéressant, et qui, au lieu de créer des normes, des jugements, ben voilà, quand je vois ma pensée, ma croyance, je me dis simplement point de vue intéressant. Intéressant que j'ai ce point de vue, mais j'ai conscience que c'est un point de vue. Il est intéressant, mais c'est un point de vue. Et pareil, quand l'autre va m'envoyer le sien, au lieu de lui chercher à prouver qu'il a tort, le convaincre, ou etc., voilà, point de vue intéressant, intéressant qu'il ait ce point de vue. On ne peut qu'avoir des points de vue, et il n'y a aucune vérité nulle part que qui que ce soit aurait à proclamer. Donc, ouais, ça donne beaucoup de détente, beaucoup de liberté, de plus avoir à choisir en ayant peur aussi. Moi, c'est une dimension que j'ai moins vécu personnellement parce que j'ai toujours été quelqu'un qui allait beaucoup de l'avant, mais que j'ai beaucoup rencontré chez des personnes que j'accompagne depuis une trentaine d'années. C'était cette peur de se tromper, de se dire mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est juste? Et quand on cherche comme ça, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On est toujours par rapport à des normes préétablies qui sont évidemment celles des autres à la base, hein, puisqu'on a été éduqués. On n'est pas né avec des normes tout établies, on les a reçues. Mais voilà, donc se libérer des normes, c'est accéder enfin à l'autorisation d'être ce que je me sens être, d'instant en instant. Du coup, ça peut m'autoriser aussi ce qu'on appelle parfois l'incohérence. Notre société cherche beaucoup ce qu'elle appelle la cohérence, qui est en fait, moi j'appelle ça tuer le vivant, tuer l'élan d'instant après instant, alors que la réalité c'est qu'on est absolument incohérent, et on le sait très bien, hein. On est parfaitement au clair à un endroit que je veux faire ça le matin je dis je veux aller à la salle de sport, l'après-midi on se retrouve, on est au cinéma ou à la plage, on dit je veux faire un régime, on se retrouve en train de manger des bonbons, enfin, etc. Donc on est en permanence en train d'essayer nous-mêmes de nous normativiser à ce que nous on a établi comme une norme de je dois être ci et je dois pas être ça, et je dois être cohérent entre ça et ça, et toutes ces choses où on se dit ce qu'on doit être ou ce qu'on doit faire et qu'ensuite on cherche à imposer aux autres, et ben c'est des empêchements de vivre non pas en rond, mais de vivre justement dans toutes les directions libres de notre être qui lui est très, très vivant, très vivifiant,
et qui, lui, n'a aucune norme particulière. Eh ben, un point de vue très intéressant. Et oui, point de vue intéressant. Il y a énormément de choses dans ta réponse qui font écho à des questions que j'avais à te poser plus tard. Mais il y en a une quand même qui m'intéresse parce que pour beaucoup de gens, c'est très sensible, cette question du relativisme. Il y a pas mal de gens qui paniquent lorsque le relativisme pointe son nez, parce qu'à ce moment-là, en fait, on est perdu, on n'a plus de repères et on sait plus où se situer et à quoi s'identifier. Est-ce que toi, pour toi, le relativisme est un gros mot ou est-ce que tu lui accordes une vertu? Ben moi, j'accorde de la vertu à tout ce qui peut supporter la polarisation sans se sentir dévalidé ou nié. Donc pour moi, relativiser sans avoir de la clarté aussi sur ce qui peut être absolu, va toujours y avoir à un moment un danger, tout comme absolutiviser les choses. Ce mot ne doit pas exister, mais bref, mettre en valeur absolue les choses sans être capable de les relativiser va porter aussi sa propre diabolisation. Je veux dire, quand je travaillais à une époque dans des voies gnostiques et où on travaillait sur la dimension justement de ce qui est appelé dans l'Antiquité le diabolon, qui est l'opposé du symbolon chez les Grecs. Le symbolon, c'est ce qui rassemble. C'était deux pièces, enfin je rentre pas dans le détail de qu'est-ce que c'était, mais bref, le symbole c'est quelque chose qui rassemble, et le diabolon, à l'inverse, c'était quand on jetait les deux pièces de part et d'autre. Donc le principe diabolon, c'est un principe qui divise ce qui a pour vocation d'être un, et qui fait un ce qui a pour vocation d'être deux, d'être divisé. Donc moi, je suis toujours à cet endroit de regarder, ok, un principe, oui, alors la relativisation des choses, pour moi, c'est une valeur essentielle de percevoir que tout ce que moi, je suis en train de voir, c'est relatif, obligatoirement, puisque c'est ma perception, c'est relatif à moi, c'est relatif à mes croyances, mes valeurs, mes blessures du passé, ma socialisation, mon vécu, etc. Et en même temps, je peux être capable de percevoir quelque chose qui est absolu, qui ne va pas être dans le domaine du personnel. Donc, si j'oublie finalement à chaque fois de mettre en lien justement le relatif et l'absolu, il va toujours manquer une dimension. Et j'observe en particulier dans les milieux spirituels combien, quand on se met à parler uniquement depuis l'absolu en voulant appliquer les valeurs de l'absolu et le mode d'emploi de l'absolu au relatif, ça ne marche pas, et vice-versa. Donc oui, pour moi, relativiser, c'est quelque chose de très sain. Par exemple, typiquement, point de vue intéressant, c'est une relativisation de tout point de vue, voilà, qui pour moi n'a pas d'opposé, parce que je ne peux pas trouver un opposé contraire à point de vue intéressant, si ce n'est de dire, si on considérait qu'il y a une entité intelligente qui a créé cet univers et qu'on l'appelait Dieu, alors on opposerait les humains qui ont des tas de points de vue intéressants avec un Dieu qui aurait des tas de points à voir et qui les voit tous simultanément à l'inverse de nous, qui avons un point de vue géolocalisé, un à la fois. Voilà. Donc je pourrais faire le parallèle de l'autre côté en regardant dans le monde absolu que deviennent les points de vue. Mais à notre niveau, au niveau humain, il n'y a que des points de vue relatifs. Donc oui, pour moi, la relativisation, relativiser les choses, qu'on le prenne dans le sens de mettre en valeur relative ou comme je viens de le faire en disant ok, c'est un point de vue intéressant, ça n'est que mon point de vue, ou qu'on l'utilise, le fait de relativiser pour justement dézoomer de quelque chose dans lequel on est complètement pris, et en se mettant un petit peu à distance, et voilà ce qu'on appelle habituellement en français relativiser, c'est-à-dire ok, on remet ça en contexte, ouais, et on va se dire ok, oui, voilà, peut-être que juste là je me dis que c'est la fin du monde, mais en réalité en ce moment, voilà, il y a une guerre en Ukraine, il y a des gens qui sont vraiment en train de mourir sous des bombes. Alors peut-être que le fait que ce matin le facteur n'ait pas livré le colis à l'heure à laquelle je l'attendais, on va relativiser, se dire bon, finalement, en faisant cette comparaison, on va un petit peu se détendre. Dans tous les cas, si relativiser, tel que je viens de le dire, n'est pas bâcher, mettre un drap pour ne pas percevoir ce qui se vit en nous, ce qu'on peut parfois faire aussi, là ce serait aussi un piège de ne pas être à l'écoute de ce qui se vit en nous. Donc quand relativiser ne s'accompagne pas de refuser de vivre ce que nous sommes en train de vivre émotionnellement, sachant que les émotions peuvent être des messagers de certaines de nos aspirations profondes, alors à ce moment-là, oui, moi j'aime bien effectivement relativiser, donc c'est pas un mot pour moi qui est
qui n'a pas le droit de citer. Ok, merci. Merci pour ta réponse. Et donc, je commençais par dire, il n'y a pas une norme, il y a des milliers de normes. Et puis, il y a aussi une erreur qui est faite. Alors, on commence vraiment par le bas du sujet, mais parce que je pense que c'est important d'y aller progressivement aussi. C'est bien souvent, on pourrait penser que la norme est neutre. Et je pense que c'est une erreur. Donc, je voudrais, si tu veux bien, te demander de quelle façon tu distingues la normalité et la neutralité. Hmm. Mais déjà, pour moi, enfin, ce terme, que ce soit norme ou normalité, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Je veux dire, euh, il y a une grande différence. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit comme normes qui sont utiles pour l'être humain? Voilà. Quelles sont les normes qui sont au service de la vie? C'est ça pour moi la question. Moi, finalement, mon chemin de vie, c'est de regarder qu'est-ce qui est une contribution à la vie sous toutes ses formes et à son épanouissement sous toutes ses formes, et qu'est-ce qui n'est pas une contribution. Alors, par exemple, je regardais qu'est-ce qui peut être une contribution au niveau des normes. Ben, par exemple, voilà, au niveau médical, avoir une conscience que, par exemple, dans le corps humain, quand on fait une analyse de sang, alors j'ai plus du tout en tête quelles sont les différentes composantes, mais voilà, je sais que quand je vais voir mon médecin et je fais une prise de sang, ben lui, il a ses normes de, voilà, au-dessus de ça, là, on a un petit souci. Tu vois, un petit peu comme dans ta voiture, quand tu regardes, t'as ton tableau de bord, et puis là, tu as les normes vitales du véhicule qui s'affichent avec combien il y a d'essence. Alors quand tu es dans le rouge, ah tiens, je suis en dessous de ma norme qui fait que je peux rouler. Ou bien il n'y a pas assez d'huile, ah on est en dessous de la norme. Alors voilà, quand la norme, elle s'approche, elle s'apparente à quelque chose qui est une forme de mesure des éléments dont nous avons besoin pour fonctionner d'une manière qui fait que ben voilà, on peut goûter l'autonomie, la légèreté, l'aisance dans notre vie. Alors, ok, mais j'appelle ça plutôt en ce cas-là des repères fonctionnels qui, que l'on conserve pour autant qu'ils nous sont utiles et que l'on peut régulièrement remettre en question. D'ailleurs, voilà, les médecins, au fil du temps, au fil des siècles, ont en permanence remis en question tout ce qui était les repères fonctionnels du corps. Et au fur et à mesure que la médecine évolue, on découvre tout le temps de nouveaux repères sur lesquels se fonder. Donc voilà, pour moi, la normativité telle qu'elle est conçue par l'être humain, déjà, je la vois rarement être associée uniquement à ça, à des repères fonctionnels qui sont des soutiens de notre épanouissement, et non seulement du nôtre, mais de toute la vie, de tout ce qui peut fleurir et croître et s'épanouir. Et ensuite, bah, la plupart du temps, je vois que la normativité, elle est, comme tu as commencé à l'évoquer, elle est la conséquence d'un besoin de contrôle direct de l'être humain sur son environnement. Et ce besoin de contrôle passe donc par avoir des repères clairs sur les choses. Et ces repères, et ça va être que quand je constate que quelque chose a fonctionné de telle ou de telle manière, je vais le figer à un moment. Donc on va avoir des normes qui sont basées soit sur le nombre de répétitions d'une itération d'un même événement, soit sur le nombre différent d'événements mais qui donnent le même résultat, mais dans tous les cas, soit sur le nombre de personnes, d'individus ou d'entités existantes, qu'elles soient humaines ou non humaines sur notre planète, qui agissent de la même manière. Et donc si on a un certain nombre, c'est beaucoup basé sur notre planète sur la quantité en fait. Donc on a des normes finalement qui sont très quantitatives. Je parle au niveau sociétal. On a finalement peu de normes qualitatives. On a beaucoup plus de normes quantitatives que qualitatives. Et donc on est sur une planète sur laquelle c'est d'ailleurs dans nos sociétés, c'est aussi ça dans beaucoup de gouvernements. On est dans des démocraties où c'est une majorité. Moi, j'appelle ça des tyrannies collectives, c'est-à-dire il y a une masse de gens qui votent, et puis les autres qui ont les 40 autres pourcents ou les 20 autres pourcents qui ne sont pas d'accord, on leur dit juste taisez-vous, quoi. Donc c'est juste de la tyrannie de groupe, c'est le plus fort qui l'emporte, et simplement, bah là en l'occurrence, le plus fort, c'est une masse de personnes. Donc on est habitué finalement sur notre planète ici à considérer que quand c'est la majorité des êtres humains qui fonctionnent de certaines manières, donc c'est ça qui est normal. C'est la norme, et c'est ce qui est normal. Et donc si on est en dehors de cette norme, eh ben, on va être anormal. Voilà.
J'ai complètement oublié le début de ta question, donc je ne sais pas du tout ce que tu voulais pas Je dire, ce t'en que tu prie, disais, mais mais tu vas le dire. c'est le but du jeu, justement, que tu surfes sur ta propre vague dans les réponses que tu me donnes. Donc moi, je suis ravi si tu oublies ma question, mais que tu es quand même en train de dire ce qui est là pour toi. C'est la meilleure option qui soit. En fait, Super. il y avait cette histoire de la norme est multiple, la norme n'est pas neutre, et j'ajouterais Ah même oui, neutralité, la oui. norme évolue, la norme Ouais. bouge. C'est pas un point Et fixe. tu m'avais demandé quelle différence je voyais entre la normativité et la neutralité. Euh, Personnellement, je ne crois pas à la neutralité. Bien que j'habite en Suisse depuis 15 ans, euh, mais je ne crois pas que la neutralité est quelque chose de possible pour un être humain, tout simplement. On est toujours. Je l'ai vu à une époque, je fais une digression en passant par les sciences humaines et la thérapie, mais euh, j'ai une formation de base à la faculté d'orthophonie de Nice où j'ai beaucoup eu d'heures de psycho. Et donc, dans cette formation en psycho, on t'apprend la neutralité qui est censée être bienveillante. Donc, déjà, c'est une neutralité, mais elle est déjà colorée parce qu'elle est censée être bienveillante. Donc, c'est plus de la neutralité. Donc, à l'époque, je disais, mais pourquoi vous voulez utiliser absolument ce terme de neutralité? C'est comme dire c'est transparent rosé. Hein, c'est neutralité bienveillante. À quelle heure ça fonctionne votre histoire? Mais bref. Et, et, et voilà, à l'arrivée, que ce soit Carl Rogers ou d'autres, ou en CNV ou ailleurs, enfin, on est très au clair que d'une part, ça ne fonctionne pas, mais d'autre part, ça n'est pas possible pour un être humain d'être neutre parce qu'on est en permanence en train d'éprouver quelque chose. Donc, moi, pour ma part, je ne crois pas en la neutralité et je vois qu'à chaque fois qu'un être humain essaye d'être neutre, tout ce qu'il arrive à faire finalement, c'est de se neutraliser. C'est-à-dire, il va se faire disparaître, il va se couper de ses perceptions, il va se couper de son ressenti, il va se couper de ce qu'il perçoit de l'autre, il va se couper de ce qu'il pourrait exprimer, parce qu'il veut justement garder une neutralité. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement artificiel, tout aussi artificiel que essayer de se conformer à une norme. Donc c'est le seul point commun que je vois entre neutralité et normativité, c'est que les deux sont des positionnements artificiels auxquels l'être humain essaye de se soumettre en croyant que c'est ce qui va lui donner la paix, finalement, dans les deux cas. Hein. C'est ce qui fait souvent qu'on cherche la neutralité. J'avais fait il y a un an un podcast là-dessus d'ailleurs sur neutralité ou non-violence, parce que beaucoup de personnes confondaient les deux. Et j'expliquais que quand on est dans la non-violence, on n'est pas du tout dans la neutralité. On est justement engagé dans quelque chose. Mais je vois que beaucoup de personnes qui cherchent la paix vont chercher à s'effacer, à se neutraliser. Ou une autre manière de se neutraliser, de s'effacer, c'est d'être dans la norme, de faire comme si on est comme tous les autres. Alors que la réalité, c'est que dans bon nombre de stages et de formations que j'ai pu animer, quand on fait des ateliers, par exemple comme le jeu de la honte ou des choses où on travaille sur la honte, et où finalement les personnes osent se montrer, puisque le mouvement premier de la honte, c'est vouloir se cacher et que personne ne voit ce dont j'ai honte. Finalement, quand on commence à jouer au jeu de la honte et où tout le monde finalement de plus en plus ose dire des choses qu'il a jamais avouées sur lui et où il gagne s'il est le dernier à être le seul à l'avoir fait, donc ça devient très très drôle avec un petit verre d'alcool au milieu, ça détend tout le monde et à la fin on se rend compte que en fait on a tous fait des trucs pas possibles et on se regarde en fin de soirée, on est là, on est vivant, on a rigolé, on se sent beaucoup plus en lien de dire ah ouais toi aussi t'as fait ça et toi aussi t'as fait ça et on se dit waouh j'ai passé des années à me planquer, à pas oser dire ça. Hier soir j'ai regardé à la télé un film magnifique qui était passé sur Arte avant-hier et qui s'appelle Deux, D-E-U-X, et qui raconte l'histoire d'amour de deux femmes qui ont au début du film plus de 70 ans et qui ont pour projet de partir vivre leur fin de vie à Rome, sauf que l'une des deux qui a une famille, enfants et compagnie, ne leur a jamais avoué qu'elle était avec cette autre femme depuis la mort de leur père. Et voilà, il faut que dans le film, elle fasse une attaque finalement pour que, par un enchaînement de circonstances, sa famille découvre que leur mère aime passionnément une femme depuis 20 ans. Et ce film est merveilleusement joué. Et je regardais ça et en même temps, je vois que dès le début du film, j'étais révolté de me dire, waouh, elles ont 70 ans, elles se planquent à leur âge, quoi. Et je me disais, ouais, regarde,
Combien de temps dans nos vies on peut se planquer, ne pas oser être ce qu'on est, quoi que ce soit, des goûts artistiques, que ce soit, un point de vue philosophique, que ce soit une orientation sexuelle, quoi que ce soit. Tous les endroits où on n'est pas rassuré que si j'ose exprimer avec authenticité qui je suis et l'exprimer sous la forme qui est bonne pour moi, si je suis pas rassuré que ça va être un cadeau pour l'autre, et ben, je peux vraiment avoir la tentation de me neutraliser, de me planquer et de faire comme si je suis dans la norme. Parce que, ben, voilà, depuis tout petit déjà, on a mal supporté de pas être aimé, apprécié autant qu'on l'aurait voulu. On a eu des punitions, on a eu des récompenses, on a été plus ou moins valorisé et on apprend très, très tôt qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on obtient l'agrément des parents, qu'est-ce qui fait qu'on obtient leur attention, qu'est-ce qui fait qu'on obtient leur amour, qu'est-ce qui fait qu'on obtient ce qu'on veut aussi, parce qu'on veut des choses concrètes dans la matière et heu et du coup, on accepte comme ça de se mettre à la norme attendue. Donc, très souvent dans notre société, ce qu'on a appelé éducation, en réalité, c'est un dressage en fait. C'est une neutralisation de notre identité profonde, de ce que nous nous sentons être et heu et où on va s'habituer, comme ça à se nihiliser finalement, petit peu à petit peu. On va se faire entrer dans le néant et après, ben, voilà, ça fait des années, en thérapie de personnes qu'on va accompagner parce que, elles disent: «Comment je pourrais oser être ce que je suis? Comment je peux oser exprimer ce que je suis, dans cette société, ben, où je ne me donne pas le droit de le faire parce que j'ai toutes mes mémoires d'enfance, où ça a pas été accueilli, quoi». J'entends. Bah, ça résonne beaucoup avec Gaëtan. J'ai eu un petit signal sonore de à quel point ce que tu viens d'apporter résonne chez lui. Et puis, Mmh. je suis pas non plus en reste. Je donne pas ma part au chien, comme on dit. Et du coup, j'ai un petit peu parcouru les différentes définitions qui pouvaient être données par des sociologues, etc., de la norme. Et en fait, il y avait un côté qui penchait drôlement pour que les normes sociales soient en vérité des façons d'anticiper, de pouvoir anticiper le comportement de ses semblables, de ses pairs, ce qui aboutirait en fait à se calmer à l'endroit où il serait en fait pas anticipable, donc du coup hyper surprenant et on ne saurait pas sur quel pied danser. Donc, est-ce que selon toi, les normes sont, entre autres, une tentative de répondre à l'angoisse d'être seul et d'avoir un semblant de référentiel commun pour nourrir un sentiment d'appartenance qui est plus ou moins fondé finalement? Bah, en fait, moi, je perçois que toutes les normes sont une tentative désespérée de notre mental, de tout ce qui fonctionne dans notre néocortex pour essayer de contrôler un univers, incontrôlable. Comme je le dis souvent, le néocortex, c'est quand même, quand on parle d'unité de traitement informatique, puisque ça a été ma deuxième vie, c'était l'informatique, on sait très bien qu'un ordinateur qui a un processeur qui fonctionne lentement, bah, il va traiter lentement l'information. Donc c'est pour ça qu'on a créé des super computers, des super processeurs qui sont capables de faire des opérations très, très rapidement. Alors le truc, c'est que, la constitution, en fait, du cerveau humain est ainsi faite qu'on a démarré avec un cerveau reptilien il y a des millions d'années, qui était une unité de traitement très, 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 très rapide, puisque lui, il avait que 3 options: attaque, fuite, prostration. Donc ça va vite quand tu n'as que 3 choix et que tu analyses vraiment très, très globalement les choses, tu peux aller super vite. Ensuite, avec le temps et l'évolution, on a eu une deuxième couche qui s'est mise autour de ce cerveau reptilien, c'était le cerveau limbique, qu'on appelle parfois le cerveau mammalien, parce que c'est le cerveau des mammifères. Et lui, donc, il a commencé à être capable de prendre en compte les émotions. C'est ce qui a commencé à faire que les animaux de l'époque, les grands mammifères, ont commencé à tisser des liens sociaux et à fonctionner, et ils fonctionnent toujours comme ça d'ailleurs, en groupe, en troupe, avec un leader, avec un mâle alpha, etc. Donc là, on était dans tout le relationnel. Alors le limbique allait déjà plus lentement que le reptilien parce qu'il avait plus de données à traiter, mais il était quand même une unité de traitement assez rapide, bien que myope, comme je dis souvent, parce que le cerveau limbique, il fait des associations quand même très rapides pour pouvoir traiter rapidement l'information. Donc voilà, c'est ce qui fait que typiquement, quand on rencontre quelqu'un, on va tout de suite se dire ah, je l'aime ou je l'aime pas. C'est juste une association du cerveau limbique qui passe à la vitesse de l'éclair tous les visages qu'on a vus depuis qu'on est enfant. Et puis, est-ce que ça m'a battu ou est-ce que ça m'a aimé? Et si ça m'a battu, je n'aime pas cet être. Et est arrivé à la fin, la dernière fine petite couche qu'on appelle le néocortex, qui est toute récente, qui a quelques centaines de milliers d'années.
donc qui est un jeune nourrisson à côté de notre ancêtre cerveau reptilien qui a des millions d'années. Et ce néocortex, donc lui, c'est une unité de traitement très 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 lent parce qu'il traite de l'information de manière très 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 fine. Donc lui, il va aller vraiment analyser, il est capable d'analyser, de chercher des relations entre les choses, de synthétiser les choses, d'élaborer du conceptuel qu'il n'est pas en train de percevoir directement. Donc il va super lentement. Et le néocortex, il a un seul souci, c'est que il est censé traiter, s'il avait que ses pensées et qu'il était en permanence dans un caisson d'isolation sensorielle, tout irait bien pour lui. Le souci du néocortex, c'est qu'il doit traiter les sens. Donc il traite en même temps nos 5 sens physiques. Ça veut dire qu'il est sous stress permanent parce qu'il est débordé d'informations à chaque seconde. Donc moi, je vois toujours ce petit poulet là derrière son ordinateur, complètement affolé entre oh là, ah, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la seule chose qu'il a trouvé pour pouvoir ne pas devenir cinglé, à être toujours en retard sur ce qu'il perçoit avec tout ce qui le bombarde, eh bien, c'est de filtrer les informations déjà. Et il va les filtrer par rapport à ce qui l'intéresse. C'est-à-dire que si on te demande par exemple d'entrer dans une pièce et de compter tous les objets verts de la pièce, tu vas voir que ça, parce que c'est ce qu'on a donné comme ordre au cerveau de faire. Et notre cerveau, donc en permanence, regarde notre environnement à travers son filtre, qu'on peut appeler une matrice, à travers son filtre, et ça lui permet déjà de filtrer beaucoup d'infos. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, il est tout à fait conscient qu'il est lent, donc il cherche en permanence à optimiser sa rapidité de traitement de l'information. Sa manière de le faire, c'est de créer des autoroutes neuronales. Pour créer des autoroutes neuronales, il doit créer des parcours prédictifs de l'information. Pour créer des autoroutes neuronales, il va aussi se servir du cortex préfrontal, qui est une unité de traitement dans laquelle il peut projeter dans une forme de salle de projection de cinéma personnel. Il va projeter des événements en les amplifiant, ce qui lui permet de créer plus vite des autoroutes neuronales. Et comme il amplifie tout, tout ce qu'on imagine dans le futur, dans ce cortex préfrontal, si ça fait peur, ça va faire toujours plus peur que la réalité. Si on imagine une scène agréable, elle va toujours être 1000 fois plus agréable que la réalité. Donc on va toujours être ou déçu ou, ou se faire trop peur à l'avance. Mais tout ça étant mis en œuvre pour vraiment permettre un maximum d'évitement de traitement des données qui surviennent à un être humain en temps réel. Donc, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on est censé être des homo sapiens, même des sapiens sapiens, des sachants qui savent. On est censé être ces êtres très 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 évolués, alors qu'en réalité, c'est comme si on n'a pas conscience justement, qu'on n'est pas dans la conscience, on est dans un fonctionnement mental complètement piloté par un cerveau stressé en permanence, qui sait tout faire sauf être vivant dans l'instant présent. Il est incapable d'accueillir ce qui se passe dans l'instant présent, donc l'imprévu. L'imprévu, pour lui, c'est ce qui est le pire. Il veut absolument l'éviter. Il veut éviter ça, il fuit ça à tout prix. Donc, du coup, on va créer des tas de stratégies pour ça. Que ce soit les normes, que ce soit les jugements, que ce soit... On va essayer de prévoir les choses, de prédire les choses. On est dans une sorte... c'est le monde à l'envers, parce qu'en fait, le cerveau recrée sans arrêt une pensée magique, finalement, dans lequel lui-même cherche à deviner, à être le devin de ce qui va se passer, à anticiper le futur, pour ne pas être pris de court quand le futur va devenir son présent. Sauf que ce futur qui va devenir présent, il l'envisage jamais dans le deuxième sens de ce terme en français, qui est le présent, qui est recevoir un cadeau. Pour lui, si c'est inattendu, c'est obligatoirement pas un cadeau. Sauf si c'est une surprise à laquelle il avait déjà pensé. Donc voilà, je suis une nana, j'ai rêvé que mon mec va m'offrir des roses et m'inviter au cinéma, il le fait, mais c'était attendu. Donc quand la surprise arrive, c'est juste une surprise du quand ça arrive, mais je l'avais anticipé. Donc tout ce qui n'est pas anticipable, même des choses agréables, le cerveau vit un stress. Donc il passe son temps à essayer de tuer littéralement le vivant, l'imprévu, tout ce qui survient, pour tout mettre dans des cases. Et c'est ça qui pour moi était atterrant quand j'étais jeune et que j'avais cette perception qui était vraiment pas de ce plan humain. J'avais vraiment des perceptions et des souvenances directes et des expériences directes de me vivre sur d'autres plans qui fonctionnaient pas du tout comme ici. Et je me disais, waouh, mais ici, ils savent pas être vivants en fait, parce que la manière d'être vivant ici, c'est de pas accueillir le vivant. C'est de pas accueillir ce qui se présente.
Il faut tout prévoir, il faut tout prédire et en même temps, si tu prévois et que tu prédis, on te dit que tu es un magicien, devin et on va te tuer aussi parce que c'est pas la norme. Donc en fait, c'est une civilisation, l'humanité qui a des opposés contraires absolument paradoxaux qu'elle manie avec, une tranquillité totale, en fonctionnant avec une pensée magique, soi-disant scientifique par ailleurs. Mais en réalité, le fonctionnement du néocortex habituel, il fonctionne en voulant faire le devin. Il cherche à tout anticiper, tout savoir, tout prévoir à l'avance et quand ça arrive comme il avait prédit, il dit: «Ah, je suis un trop bon devin» et puis quand ça arrive pas, il se dit: «Bon, j'ai pas dû bien calculer un paramètre», mais tout ce qui rentre pas dans ces cases le met en stress et donc derrière va pouvoir générer beaucoup de violence. Donc c'est pour ça que régulièrement, moi je l'avais assez prédit ce qui est en train de se passer aux USA en ce moment. Quand je vois toutes les vagues de libération qu'il y a eu dans le monde depuis une décennie autour, que ce soit de l'orientation sexuelle ou du genre, ça fait je pense 6 mois que je dis, alors je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas tellement communiqué sur ces thématiques, mais je l'ai dit à tous mes amis, je leur ai dit: «Vous allez voir, il va y avoir un revers au niveau mondial». Je savais pas comment ça allait arriver, mais là quand c'est arrivé, pour le coup j'étais pas étonné parce que je me suis dit: «C'est très compliqué pour les êtres humains de tout ouvrir». Alors, voilà, on est dans cette normativité-là, en tout cas pour le moment et je fais le vœu que les consciences là-dessus puissent à un moment que la conscience puisse prendre le pas sur le mental. Mais tant que l'humanité fonctionnera au niveau de son mental, ce qui est quand même la majorité de l'humanité encore pour le moment, on va avoir un fonctionnement normatif avec des punitions, si on s'écarte de la règle et de la norme. C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.